J'ai rempli sa tasse de poison 3 fois, mais ce n'est qu'à la 3e qu'il l'a bu entièrement. C'est ainsi que j'ai débarrassé le monde de ce monstre, sans que personne ne le soupçonne jamais. Bonjour mes chers amis, je suis Mamie Jeanne, 73 ans, et je vous parle depuis ma véranda à Lisieux, en Normandie. Le soleil brille fort dehors, mais à l'intérieur, mon vieux ventilateur de plafond fait son travail, tout comme j'ai su gérer les épreuves que la vie m'a envoyées. Aujourd'hui, je vais partager une histoire que j'ai gardée secrète pendant près de 20 ans. Une histoire d'amour, de douleur et de justice que je trouve enfin le courage de raconter. Avant de commencer ce récit difficile, je vous demande une petite faveur du fond du cœur. Abonnez-vous à Contes des Grandes-Mères. Mettez un pouce en l'air à cette vidéo, ça ne coûte rien. Et laissez-moi un commentaire pour me dire de quel coin de notre beau pays vous me regardez. Cela aide une vieille dame comme moi à continuer à partager ses histoires et peut-être à soutenir d'autres femmes qui traversent des moments aussi durs que ceux que j'ai vécus. Remontons en 1967, lorsque j'ai rencontré Jacques à Lisieux. La ville était déjà animée, pleine de touristes attirés par la basilique Sainte-Thérèse. Mais notre vie était simple, comme celle de la plupart des familles rurales de Normandie à l'époque. J'avais 18 ans et je travaillais dans l'épicerie de mon père. C'est là que j'ai vu Jacques pour la première fois, lorsqu'il est entré pour acheter du miel et de la farine. Grand, cheveux bruns, une moustache bien taillée et des yeux qui semblaient sourire avant sa bouche, Jacques était différent des autres jeunes du coin. Ce n'était pas seulement son apparence, c'était sa manière d'être. Poli sans être arrogant, parlant doucement mais avec assurance. Il venait de s'installer depuis Caen pour travailler comme menuisier dans l'atelier de son oncle. « Mademoiselle, pourriez-vous m'indiquer où se trouve l'église Saint-Pierre » m'a-t-il demandé après avoir payé ses achats, avec une voix grave et un léger accent différent du nôtre. J'avais senti un frisson dans l'estomac, comme jamais auparavant. « Suivez sous cette rue jusqu'au bout et tournez à droite, vous ne pouvez pas la manquer, » ai-je répondu. « Merci beaucoup. Puis-je connaître votre nom ?»« Jeanne, » ai-je dit, sentant mes joues s'enflammer. « Joli nom pour une jolie fille, » a-t-il répondu avant de sortir, laissant derrière lui une odeur de Cologne qui m'a accompagnée toute la journée. Les jours suivants, Jacques revenait à l'épicerie avec des excuses de plus en plus faibles. Un jour, il avait besoin de sel, le lendemain, de café, puis de savon. Même mon père l'a remarqué. Soit ce jeune homme a la maison la plus désordonnée du monde, soit il s'intéresse à ma fille. A-t-il commenté un soir, pendant le dîner, me faisant m'étouffer avec ma purée. Il n'a pas fallu longtemps pour que son intérêt devienne évident. Un dimanche après-midi, Jacques a demandé la permission à mon père de m'inviter à prendre une glace sur la place du marché. J'ai failli mourir de honte, mais mon cœur dansait de joie. Cette glace a marqué le début d'une histoire d'amour qui a duré plus de 30 ans. Jacques était tout ce qu'une fille pouvait rêver. Travailleur, respectueux, affectueux sans être audacieux. Notre cour était modeste, comme l'exigeaient les mœurs de l'époque, toujours sous la surveillance d'un parent. Mais même cela ne pouvait éteindre l'étincelle entre nous. Je vais travailler dur, économiser et t'offrir une belle vie, Jeanne, m'a-t-il promis. Et contrairement à tant d'hommes qui ne font que des promesses, mon Jacques a tenu parole. En 1969, 2 ans après notre rencontre, nous nous sommes mariés dans une cérémonie simple à l'église Saint-Pierre. Moi, dans une robe blanche cousue par ma mère, lui, dans un costume emprunté à son oncle, mais riche d'amour et de rêves. Notre lune de miel s'est déroulée à Deauville, 3 jours dans une pension modeste mais propre, à contempler la mer que je n'avais jamais vue. C'était ma première fois hors de Lisieux, ma première fois face à l'océan, ma première fois à m'abandonner à un homme, tout cela avec mon Jacques. Chaque instant était une découverte, une première fois. Nous sommes rentrés à Lisieux et avons vécu dans une petite chambre chez son oncle pendant que nous économisions pour notre propre maison. Jacques travaillait à l'atelier de menuiserie du lundi au samedi et moi, je faisais des pâtisseries que je vendais. Chaque sou était mis de côté avec soin. Chaque sacrifice en valait la peine, car nous construisions notre avenir ensemble. En 1970, j'ai découvert que j'étais enceinte.
La joie de Jacques s'était sans limite. Il allait partout, en disant qu'il allait être père, planifiant déjà les jouets qu'il fabriquerait pour son enfant à l'atelier. Il priait chaque soir, remerciant Dieu pour la famille que nous formions. Mais Dieu avait d'autres plans. Au 5e mois de grossesse, j'ai commencé à ressentir des douleurs intenses. Et avant que nous puissions faire quoi que ce soit, j'ai perdu le bébé. C'était un garçon, nous allions l'appeler Joseph, comme le père de Jacques. Nous l'avons enterré dans un petit cercueil blanc, et avec lui, une partie de nos cœurs. Beaucoup de mariages ne survivent pas à une telle perte, mais mon Jacques... Oh! Mon Jacques m'a surprise encore une fois. Au lieu de s'éloigner, il s'est rapproché. Au lieu de me blâmer, il m'a consolé. Au lieu de chercher du réconfort dans l'alcool, comme tant d'hommes, il l'a trouvé dans la foi et le travail. « Dieu sait ce qu'il fait. Jeanne !» me disait-il quand il me trouvait en larmes. Notre Joseph est là-haut, il veille sur nous, et un jour, nous aurons d'autres enfants. En 1972, notre Marie est née, forte et en bonne santé, comme son père. 2 ans plus tard, Jean est arrivé, et en 1967, notre famille s'est complétée avec l'arrivée de Lucie, la Benjamine. 3 enfants, 3 bénédictions qui ont rempli notre maison de bruit, de chaos et d'amour. À ce moment-là, nous avions déjà notre propre maison, simple mais nôtre. Jacques savait prospérer dans le métier de menuisier, devenant associé de son oncle. Je m'occupais des enfants et vendais mes pâtisseries, qui étaient devenues célèbres dans le village. Nous avions une belle vie, pas riche en argent, mais riche en amour, en respect et en bonheur quotidien. Mes chers, vous qui me regardez, vous ne pouvez imaginer à quel point il est précieux d'avoir un compagnon qui vous valorise, qui vous respecte, qui partage les joies et les peines. Jacques n'a jamais été de ces hommes qui pensent que les tâches ménagères sont une affaire de femmes. Il rentrait de l'atelier et aidait immédiatement avec les enfants, changeait les couches, leur donnait le bain, leur racontait des histoires. Le dimanche, il insistait pour me donner du repos, préparer le repas. Pas toujours bon, mais fait avec tant d'amour que personne ne se plaignait. Il emmenait les enfants au parc, me laissant me reposer ou rendre visite à mes amis. Une fois par mois, même si l'argent était compté, il tenait à avoir une soirée en amoureux. Il envoyait les enfants chez ma mère, achetait une bouteille de vin bon marché, décorait la maison avec des bougies et des fleurs de notre jardin. Nous dansions dans le salon au son de la vieille radio. Nous faisions l'amour comme si nous étions encore ces jeunes qui s'étaient rencontrés à l'épicerie. C'est ainsi que nous avons gardé la flamme vivante pendant tant d'années. Vous qui me regardez, où que vous soyez, laissez dans les commentaires si vous avez connu un amour aussi engagé, aussi solidaire, ou si vous le cherchez encore. Je crois qu'il existe d'autres hommes comme mon Jacques, mais ils sont plus difficiles à trouver qu'un trésor dans une mine. Les années ont passé, nos enfants ont grandi. Marie est devenue institutrice et s'est mariée avec un homme honnête d'un village voisin. Jean a suivi les traces de son père dans la menuiserie, montrant le même talent pour transformer le bois en art. Lucie, toujours studieuse, a obtenu une bourse et est partie à l'université à Rouen, la première de la famille à décrocher un diplôme universitaire. En 1997, après presque 30 ans de mariage, Jacques a réalisé un autre de nos rêves. Il a acheté un terrain plus grand à la périphérie de Lisieux et a construit une maison de ses propres mains, une maison spacieuse avec une véranda tout autour, un grand jardin où nous avons planté de tout. Pommiers, cerisiers, fraises, poivrons, herbes aromatiques. Un petit coin de paradis conquis à la sueur de notre front. C'est dans cette maison que nous avons vécu les plus belles années de notre vie. Avec les enfants partis, nous avions plus de temps pour nous. Les dimanches après-midi, nous nous asseyions sur la véranda, buvant un café fraîchement préparé, mangeant du pain de campagne, regardant le soleil se coucher derrière les collines. Jacques prenait sa guitare, jouant ses vieilles mélodies qui me faisaient pleurer d'émotion. Notre bonheur était aussi simple que cela. Les petits-enfants ont commencé à arriver, remplissant la maison de rires et de cavalcades.
Jacques, c'était un grand-père dévoué, fabriquant des chevaux de bois, des maisons de poupées, des toupies, tous les jouets que les enfants lui demandaient, et il racontait des histoires. Oh, comme il savait raconter des histoires! Mon Jacques s'inventait des contes qui, même moi, connaissant toutes ces exagérations, écoutais fasciné. Comme les enfants. Quand Jacques a eu 60 ans, en 2007, nous avons organisé une grande fête dans le jardin. Toute la famille est venue, ainsi que des amis, des voisins, même des gens que nous connaissions à peine, mais qui avaient une anecdote à raconter sur mon mari. Parce que Jacques, c'était ainsi. Il laissait une empreinte positive partout où il passait. Jamais un homme n'avait été aussi aimé dans la communauté, aussi respecté sans avoir à l'exiger, aussi adoré sans le demander. Lors de cette fête, voyant mon mari entouré de gens qu'il aimait, j'ai pensé « Je suis la femme la plus chanceuse du monde. 40 ans avec cet homme, et je tombe encore amoureuse de lui chaque jour. » Je n'avais aucune idée que notre bonheur était sur le point de s'effondrer. Je ne savais pas que ce serait le dernier anniversaire de Jacques, ni que le destin préparait le coup le plus cruel de ma vie, suivi d'un autre encore pire. C'était une matinée d'avril 2008, lorsque j'ai remarqué quelque chose de différent chez Jacques. Nous prenions le café sur la véranda, comme toujours, lisant le journal que notre fils apportait du village. J'étais en train de préparer une nouvelle cafetière quand sa tasse lui a échappé des mains, se brisant sur le sol en béton. Quel choc, Jacques! Que s'est-il passé? Il a regardé sa main comme s'il ne la reconnaissait pas, puis m'a offert ce sourire qui me faisait fondre et a dit que ce n'était rien que la tasse lui avait glissé. Mais je connaissais mon mari mieux que ma propre main. Quelque chose n'allait pas. Cette semaine-là, j'ai remarqué qu'il laissait tomber plus de choses. Une cuillère au déjeuner, des outils à l'atelier. Même le savon sous la douche. « Tu dois aller chez le médecin, Jacques », ai-je insisté après l'avoir vu laisser tomber un 3e outil dans la même journée. « Ce n'est que de la fatigue, ma chérie. Je n'ai pas bien dormi, c'est tout. » Mais ce n'était pas tout. Et au fond, il le savait aussi. Après 2 semaines d'insistance, j'ai réussi à le convaincre d'aller à la clinique avec moi. Le docteur Claire, une jeune femme récemment arrivée au village, grâce à un programme gouvernemental, a examiné Jacques avec soin. « Monsieur Jacques, a-t-elle dit avec un sérieux qui m'a glacé le sang. « Je vais vous orienter pour des examens à Rouen le plus vite possible. » Le trajet jusqu'à Rouen a été long et silencieux. Jacques me tenait la main fermement, comme s'il s'accrochait à un radeau de sauvetage. Je priais en silence, promettant tout à Dieu, à la Vierge Marie, à tous les saints, n'importe quoi pour que ce ne soit pas grave. Mais c'était grave. Après une série d'examens, le neurologue nous a donné le diagnostic qui allait changer nos vies à jamais. Sclérose latérale amyotrophique, ou SLA, une maladie qui paralyserait progressivement tous les muscles du corps de Jacques, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger, parler, avaler et finalement respirer. « Combien de temps lui reste-t-il, docteur ?» ai-je demandé, retenant mes larmes. « C'est difficile à dire avec précision, Madame Jeanne. La maladie progresse différemment chez chaque personne. Cela peut être 1 an, peut-être 3, rarement plus. Peut-être 3 ans. Après 40 ans ensemble, c'était tout ce qu'il nous restait. Nous sommes rentrés à Lisieux en silence, chacun perdu dans ses pensées, ses prières, son désespoir muet. Cette nuit-là, allongé dans notre lit, Jacques a pleuré pour la première fois depuis que je le connaissais. Pas des sanglots bruyants, mais des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage fatigué, alors qu'il fixait le plafond. « Ce n'est pas juste, Jeanne, » a-t-il murmuré. « Nous avions tant de projets. » J'ai essuyé ses larmes avec le drap, ravalant les miennes. Quelqu'un devait être fort à ce moment-là, et Jacques avait été fort pour nous deux toute sa vie. « Nous profiterons de chaque jour qu'il nous reste, mon vieux, » lui ai-je dit. « Chaque minute. Je prendrai soin de toi comme tu as toujours pris soin de moi. Je porterai tes jambes, tes bras, tout ce dont tu auras besoin. » Les mois suivants ont été une montagne russe. Nous avons dû l'annoncer à nos enfants, ce qui nous a brisé le cœur une fois de plus. Voir Marie, Jean et Lucie pleurer pour leur père encore vivant était comme un couteau dans la poitrine. Mais après le choc initial, ils se sont rassemblés autour de leur père comme un rempart.
Jean a repris complètement l'entreprise de menuiserie pour que son père puisse se reposer. Marie venait tous les jours après ses cours pour aider avec les soins. Lucie a quitté son travail à Rouen et est revenue à la maison pour être avec nous. Mon père est plus important que n'importe quelle carrière, a-t-elle dit quand j'ai essayé de protester. Les voisins, les amis, toute la communauté s'est mobilisée. L'un a construit une rampe à l'entrée de la maison pour quand le fauteuil roulant serait nécessaire. Un autre a adapté la salle de bain. Quelqu'un apportait un plat différent chaque jour. Un autre venait juste pour discuter et distraire Jacques. Lisieux a montré pourquoi on l'avait toujours appelé une terre de foi et de solidarité. La maladie a progressé comme le médecin l'avait prédit. D'abord, Jacques a perdu de la force dans les mains. Lui, si habile avec le bois, ne pouvait plus tenir correctement une fourchette. Puis ce furent les jambes qui ont commencé à faillir lors de nos promenades matinales que nous aimions tant. En 6 mois, il avait besoin d'un déambulateur pour se déplacer dans la maison. Mais le pire, pour Jacques, ce n'était pas la perte de mobilité, c'était la perte d'indépendance. Lui, qui avait toujours été le pilier de la famille, le pourvoyeur, le protecteur, devait maintenant demander de l'aide pour les choses les plus simples. Il le vivait comme une humiliation, même si j'insistais sur le fait que prendre soin de lui était un privilège, pas un fardeau. « Tu mérites mieux, Jeanne », me disait-il les soirs où la tristesse parlait plus fort. « Tu mérites un homme complet, pas cette moitié que je deviens. »« Ne dis pas ça, Jacques, » répondais-je, allongé à ses côtés dans le lit. « Tu es le seul homme que j'ai jamais aimé, quel que soit ton état, dans la santé comme dans la maladie. Tu te souviens de cette promesse devant Dieu ? » Malgré la progression de la maladie, nous essayons de garder une vie aussi normale que possible. Les bons jours, je l'emmenais sur la véranda. Et nous restions là, observant le mouvement de la rue, saluant les voisins qui passaient. Il jouait encore un peu de guitare, bien que cela devienne de plus en plus difficile. Il racontait des histoires à ses petits-enfants, me faisait rire avec ses blagues idiotes, et me regardait toujours avec ses yeux qui semblaient sourire avant sa bouche. Une chose que Jacques tenait à faire, même malade, était de préparer la famille à son départ. Pas sur le plan financier, nous n'avions jamais eu grand-chose, mais sur le plan émotionnel. Il parlait à chaque enfant en privé lors de longues conversations. Il a enregistré des vidéos pour que les petits-enfants puissent les voir quand ils seraient plus grands. Pour moi, il a écrit des lettres avec l'aide de Lucie quand ses mains ne répondaient plus. Des lettres que je devais ouvrir à des moments précis après son départ. « Comme ça, tu ne seras jamais seul, » m'a-t-il expliqué. « Je serai toujours là pour te guider, même quand je ne serai plus là physiquement. » C'est durant ces mois de maladie que nous avons mieux connu Roger, le frère cadet de Jacques. Il vivait à Lyon depuis plus de 20 ans, ayant quitté Lisieux peu après notre mariage. Il maintenait un contact sporadique. Un appel à Noël, une visite tous les 5 ans. Mais lorsqu'il a appris la maladie de son frère, il est revenu en courant. Roger était l'opposé de Jacques en presque tout. Là où mon mari était calme, il était explosif. Là où Jacques était généreux, il était mesquin. Là où mon vieux était travailleur, son frère semblait toujours chercher le chemin le plus facile. Mais c'était de la famille, et Jacques était sincèrement heureux de sa visite. Mon petit frère est venu me voir. « Jade, n'est-ce pas merveilleux ?» Au début, Roger a même aidé. Il passait des heures à parler avec Jacques, évoquant des souvenirs d'enfance, le distrayant de la douleur et de la situation difficile. Il l'emmenait faire de courtes balades en voiture dans le village, ce que je ne pouvais pas faire seul. Il semblait vraiment préoccupé par le bien-être de son frère. Mais bientôt, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Roger fouillait dans les tiroirs quand il pensait que personne ne le voyait. Il posait des questions insistantes sur l'argent, la maison, l'entreprise de menuiserie. Et il me regardait d'une manière qui me donnait la chair de poule. Ce n'était pas le regard d'un beau-frère, c'était celui d'un prédateur évaluant sa proie. J'en ai parlé à Jacques, mais lui, toujours prêt à voir le meilleur chez les gens, surtout dans sa famille, a minimisé mes inquiétudes. Roger a toujours été trop curieux depuis qu'il était petit, ça ne veut rien dire. Et cette manière de regarder, c'est un trait de famille,
Je l'ai aussi. Tu te fais des idées. Je ne voulais pas inquiéter mon mari avec ce qui n'était peut-être que mon imagination. Après tout, nous étions tous stressés, fatigués, émotionnellement épuisés par la situation. Peut-être voyais-je vraiment des choses là où il n'en avait pas. Début 2009, environ 10 mois après le diagnostic, l'état de Jacques s'est aggravé drastiquement. Il ne pouvait plus avaler correctement, il lui fallait de la nourriture mixée. Sa parole est devenue confuse, difficile à comprendre pour quiconque ne vivait pas avec lui au quotidien. Sa respiration, de plus en plus laborieuse, nécessitait un équipement à oxygène fourni par l'hôpital, grâce à l'intervention du docteur Claire. C'est alors que j'ai réalisé que la fin était proche. Mon Jacques, qui ne renonçait jamais, a commencé à faire ses adieux, pas avec des mots directs. Sa parole était trop compromise, mais avec des gestes, des regards, des serrements de main faibles mais pleins de sens. Un après-midi, alors que nous étions seuls dans la chambre, il a fait un effort immense pour parler. « Jeanne, je t'ai aimée chaque jour plus que le précédent, » a-t-il dit avec difficulté, des larmes coulant sur son visage émacié. J'ai été plus heureux que je ne le méritais. « Moi aussi, mon vieux, » ai-je répondu, pleurant avec lui, allongée à ses côtés. « Tu as été un cadeau de Dieu. » Dans la nuit du 15 mars 2009, je me suis réveillée avec une étrange sensation. Quelque chose avait changé dans la pièce, dans l'air, dans l'énergie. J'ai regardé Jacques à mes côtés et j'ai su immédiatement. Sa poitrine ne bougeait plus. Sa main, que je tenais pendant le sommeil comme je l'avais fait pendant des décennies, était étrangement détendue. Mon Jacques était parti dans son sommeil, comme il avait toujours dit qu'il voulait partir. Sans bruit, sans drame, comme quelqu'un qui quitte discrètement une fête après s'être bien amusé. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène. Je me suis simplement allongée à ses côtés, serrant son corps encore chaud, et j'ai pleuré, en silence, le remerciant pour les 40 ans que nous avions passés ensemble, pour les enfants, les petits-enfants, pour chaque précieux souvenir que nous avions construit. Ce n'est qu'au lever du soleil que je me suis levée pour appeler les enfants et annoncer la nouvelle que nous savions tous inévitable, mais pour laquelle personne n'est jamais vraiment préparé. La veillée funèbre a été comme Jacques l'aurait voulu, simple, sans excès, mais pleine de gens qui l'aimaient vraiment. La maison était trop petite pour accueillir toutes les personnes venues lui rendre un dernier hommage. Des gens qu'il avait aidés au fil de sa vie, des meubles qu'il avait réparés gratuitement, des personnes à qui il avait donné des conseils, des enfants pour qui il avait fabriqué des jouets. Chacun avait une belle histoire à raconter sur mon mari. Roger a attiré l'attention à la veillée par son comportement, alors que tous contenaient leur chagrin, lui pleuraient bruyamment, se jetaient sur le cercueil, faisaient des scènes qui semblaient plus théâtrales que sincères. « Mon frère, mon petit frère !» criait-il, comme s'ils avaient été inséparables toute leur vie, et non des quasi-étrangers qui se parlaient à peine. Cela m'a semblé étrange, mais je l'ai attribué à la manière dont chacun gère son deuil. Certains sont plus réservés, d'autres plus expressifs. Ce n'était pas le moment de juger, seulement de se soutenir dans cette épreuve. Après l'enterrement, nous sommes rentrés à la maison, désormais si vide sans la présence de Jacques. Les enfants voulaient rester avec moi, mais je leur ai demandé de retourner chez eux, auprès de leur famille, de leur vie. J'avais besoin de ce temps seul pour faire mes adieux à ma manière, pour commencer à apprendre à vivre dans un monde où mon compagnon de 4 décennies n'était plus. « Tu ne peux pas rester seule, maman », a insisté Jean. « Viens vivre avec Thérèse et moi, nous avons assez de place. »« Non, mon fils, » ai-je répondu. « Cette maison a été le dernier cadeau de ton père. Chaque recoin apporte un peu de lui. Je ne peux pas partir maintenant. » À contre-cœur, ils ont accepté, mais ont promis de me rendre visite tous les jours, se relayant pour que je ne sois jamais seule trop longtemps. Roger s'est également proposé de rester, au moins jusqu'à ce que tous les papiers soient réglés, a-t-il dit. J'ai accepté, car après tout, c'était le frère de Jacques, de la famille. Et je dois avouer que l'idée d'affronter la première nuit seule dans cette maison pleine de souvenirs me terrifiait. Je n'imaginais pas que j'invitais le loup dans mon poulailler, que cette décision, prise dans un moment de grande fragilité, déclencherait des événements qui changeraient mon destin à jamais. Le lendemain de l'enterrement de Jacques,
je me suis réveillée désorientée. Pendant 1 seconde, j'ai cherché son corps à mes côtés dans le lit, comme je l'avais fait chaque matin, pendant 40 ans. Puis la réalité m'a frappée comme un coup de poing dans l'estomac. Il n'était plus là, il ne serait plus jamais là. J'ai pleuré doucement, le visage enfoui dans son oreiller, qui conservait encore son odeur. C'est alors que j'ai entendu des coups à la porte de la chambre. « Jeanne, tu es réveillée ? » J'ai fait du café, dit la voix de Roger. J'ai rapidement essuyé mes larmes et répondu que j'arrivais. Je ne voulais pas qu'il me voie pleurer. Quelque chose, dans la manière dont il regardait ma vulnérabilité, me mettait profondément mal à l'aise. Les premiers jours après la mort de Jacques se sont écoulés dans une sorte de brouillard. Je me déplaçais dans la maison comme un fantôme, accomplissant les tâches quotidiennes mécaniquement. Mes enfants venaient tous les jours, comme promis, apportant de la nourriture, des nouvelles, essayant de me remonter le moral. Mais dès qu'ils partaient, je retombais dans cet état d'engourdissement. Roger semblait essayer d'aider, sincèrement. Il entretenait le jardin, qui avait été la fierté de Jacques, réparait de petites choses dans la maison, recevait les visites de condoléances qui continuaient d'arriver. Le soir, il s'asseyait avec moi sur la véranda et parlait de son frère, évoquant des histoires de leur enfance que je n'avais jamais entendues. Jacques a toujours été le sérieux, le responsable, disait-il. Depuis tout petit, il voulait tout faire correctement, plaire à nos parents. Moi, j'étais l'opposé, rebelle, têtue, toujours à chercher le chemin le plus facile. Dans ces conversations, il y avait comme une forme de regret chez Roger, comme s'il déplorait de ne pas avoir été plus proche de son frère, de ne pas avoir mieux profité des années qu'ils avaient eues. La vie passe trop vite, Jeanne. Un jour, tu te disputes avec ton frère pour une broutille. Le lendemain, il est mort. Et tu réalises que tu as gâché un temps précieux. Ces mots ont touché mon cœur. En tant que veuve récente, je pensais aussi à toutes les petites disputes que j'avais eues avec Jacques au fil des ans, des moments d'impatience ou d'irritation qui semblaient être maintenant si insignifiants. Environ 1 semaine après l'enterrement, Roger a commencé à parler d'affaires pratiques. La maison, les biens de Jacques, comment je comptais subvenir à mes besoins désormais. Jacques a-t-il laissé une assurance, des économies ? A-t-il demandé. Non, ai-je répondu honnêtement. Nous n'avions pas grand-chose. Ce qu'il gagnait à l'atelier suffisait à peine pour faire vivre la famille. Ces dernières années, avec la maladie, nous avons dépensé le peu que nous avions réussi à mettre de côté. Et la maison, elle est à ton nom, à celui de vous deux, ou elle devrait me revenir, je suppose, ai-je dit. Roger est resté pensif, comme s'il calculait quelque chose. Tu sais que, légalement, la moitié des biens de mon frère devrait revenir aux enfants, n'est-ce pas ? Et comme il n'a pas laissé de testament, techniquement, j'aurais aussi droit à une part. Cela m'a alarmée. Je n'avais jamais pensé en termes légaux. Jacques et moi avions toujours tout partagé informellement. L'idée que quelqu'un puisse réclamer une partie de notre maison, le dernier cadeau que mon mari m'avait fait, était troublante. Ça ne va pas, Roger. Jacques a construit cette maison pour moi, pour notre famille. Il n'a jamais voulu qu'elle soit divisée. Bien sûr, a-t-il reculé, souriant d'une manière qui n'atteignait pas ses yeux. Je t'explique juste comment ça fonctionne légalement. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant. Mais la graine de l'inquiétude était plantée. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi, repensant à ce que Roger avait dit. Le lendemain matin, quand Marie était venue me rendre visite, j'ai mentionné la conversation. « Ne fais pas attention à ce que dit l'oncle Roger, maman, m'a-t-elle rassurée. Aucun de nous ne réclamera quoi que ce soit de la maison. Elle est à toi, c'était le rêve de papa et toi, et je suis sûre que l'oncle Roger ne fera pas d'histoire non plus. » Ces mots m'ont un peu apaisée, mais quelque chose dans le comportement de Roger avait changé. Il a commencé à boire davantage, du vin au déjeuner, du whisky le soir. Il me regardait d'une manière qui me mettait mal à l'aise, comme s'il m'évaluait. Il faisait des commentaires de plus en plus fréquents sur mon apparence. « Jacques a eu de la chance, a-t-il dit un soir, visiblement éméché. 40 ans avec une femme comme toi. Si j'étais lui, je ne t'aurais pas laissé sortir de ce lit. »
Je suis restée figée face à ce commentaire, ne sachant comment répondre. J'ai fait semblant de ne pas comprendre l'allusion et j'ai vite changé de sujet, mais le malaise était resté, comme un poids dans mon estomac. Les nuits suivantes, j'allais commencer à fermer la porte de ma chambre à clé. Je me disais que j'étais paranoïaque, que Roger n'était qu'un homme sans filtre social, surtout quand il buvait, qu'il ne ferait jamais rien contre moi, la veuve du frère qu'il disait aimer et respecter tant. Le dimanche, 2 semaines après la mort de Jacques, nous avons eu un déjeuner familial. Tous les enfants sont venus avec leurs conjoints et leurs enfants. Pendant quelques heures, la maison a repris vie avec du bruit, du mouvement. Ce bref moment de normalité a été comme un baume pour mon âme blessée. Roger a participé au déjeuner, plus modéré dans sa consommation d'alcool en raison de la présence de ses neveux. Il semblait parfaitement normal, amical, même affectueux. Une fois de plus, j'ai pensé que mes soupçons à son égard étaient exagérés. Le résultat de mon état émotionnel fragile. Après le départ de tout le monde, Roger m'a aidé à nettoyer la cuisine. Nous parlions de choses banales tout en lavant la vaisselle. Le temps qui restait sec, les nouvelles à la télévision, la vitesse à laquelle grandissaient les petits-enfants. « Tu as une belle famille, Jeanne », a-t-il commenté en rangeant les derniers verres. « Jacques doit être fier de nous regarder d'en haut. »« Je l'espère, » ai-je répondu, sentant les larmes revenir. Chaque fois que je parlais de Jacques Chahet au passé, la réalité de son absence me frappait de nouveau. « Ne pleure pas, » a dit Roger, s'approchant et posant sa main sur mon épaule. « Il ne voudrait pas te voir ainsi. » Le geste aurait pu être réconfortant, mais il y avait autre chose. La main qui a glissé de mon épaule à mon dos, descendant plus bas qu'il n'aurait dû, le corps qui s'est approché trop près du mien, l'haleine chaude dans ma nuque. Je me suis écartée brusquement, sursautée. « Qu'est-ce que tu fais, Roger ?»« Allons, Jeanne, ne fais pas l'innocente, » a-t-il répondu, sa voix changeant pour devenir quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Froide, calculatrice. « Tu crois que je n'ai pas remarqué comment tu me regardes, comment tu te montres ?»« Tu es fou ?» ai-je exclamé, sincèrement choquée. « Je viens de perdre mon mari, ton frère. » « Et alors ? La vie continue. Tu es une femme expérimentée, je suis un homme seul. Nous sommes adultes, nous savons ce que nous voulons. » J'ai essayé de sortir de la cuisine, mais il m'a bloqué le passage, me coinçant contre l'évier. L'odeur d'alcool dans son haleine était forte, bien qu'il n'ait pas beaucoup bu pendant le déjeuner. J'ai réalisé alors qu'il avait dû boire en cachette, probablement depuis le matin. « Laisse-moi passer, Roger, ce n'est pas bien. » « Ce qui n'est pas bien, c'est que tu jouais les difficiles après m'avoir provoqué pendant des semaines, » a-t-il grogné, m'attrapant le bras avec force. « Tu crois que je n'ai pas vu comment tu te pavanes dans la maison, comment tu portes ces vêtements provoquants ?» Je me suis regardée, incrédule. Je portais une jupe longue et un chemisier à manches longues, des vêtements simples du dimanche que j'utilisais depuis des années. Rien de vaguement provoquant. J'ai compris alors que je n'avais pas affaire à un homme rationnel. L'alcool, le deuil de son frère, ou peut-être une malice qui avait toujours été là, cachée, avait transformé Roger en quelqu'un de dangereux. Nos enfants seront là d'une minute à l'autre. Ai-je menti, espérant l'effrayer. John a dit qu'il reviendrait chercher le moule à gâteau qu'il a oublié. Il a hésité une seconde, et j'en ai profité pour le pousser et courir jusqu'à ma chambre. J'ai fermé la porte à clé et poussé une commode contre elle, tremblant de la tête aux pieds. J'ai entendu Roger crier de l'autre côté, frappant le bois, menaçant de l'enfoncer si je n'ouvrais pas. « Tu me le dois, ingrate. Tu crois que je suis restée ici par charité ? Je suis venue prendre ce qui me revient de droit. » Pendant des heures, je suis restée recroquevillée sur le lit, l'écoutant errer dans la maison, brisant des objets, hurlant des obscénités, promettant que je paierais pour l'avoir rejeté. À un moment, le bruit a cessé. J'ai pensé qu'il s'était peut-être endormi, trop ivre pour continuer son délire. Vers 3 heures du matin, lorsque le silence durait depuis plus d'1 heure, j'ai décidé qu'il était sûr de sortir de la chambre. Il fallait que j'atteigne le téléphone dans le salon pour appeler John.
Je ne pouvais pas passer une minute de plus sous le même toit que cet homme. Silencieusement, j'ai déplacé la commode, ouvrant la porte avec le plus grand soin pour ne pas faire de bruit. La maison était sombre et silencieuse. J'ai marché sur la pointe des pieds dans le couloir, guidé par la faible lumière, entrant par la fenêtre du salon. C'est alors que j'ai y senti le coup à l'arrière de la tête. Je n'ai pas vu qui m'a frappé, mais j'ai su immédiatement que c'était Roger. La douleur a explosé, aveuglante, et je suis tombée à genoux. Avant que je puisse me relever, il m'a attrapée par les cheveux, me traînant jusqu'à la chambre. « Tu pensais pouvoir t'échapper, hein ? Si, appeler tes petits-enfants pour qu'ils te sauvent ?» Ce qui a suivi a été le pire cauchemar qu'une femme puisse vivre. Roger, le frère de l'homme que j'avais aimé pendant 40 ans, m'a jeté sur le lit que j'avais partagé avec Jacques pendant des décennies. Là, dans ce lieu sacré d'amour et de respect, il m'a violée brutalement, ignorant mes supplications, mes cris, mes larmes. J'ai lutté autant que je pouvais, griffant, mordant, poussant, mais il était plus fort, plus lourd, plus déterminé. Plus je résistais, plus il frappait fort, jusqu'à ce que mon corps, déjà affaibli par l'âge et le chagrin, abandonne la lutte. « Voilà, c'est mieux », a-t-il murmuré pendant qu'il commettait cette atrocité. « Je l'ai toujours voulu, tu sais, depuis que je t'ai vu pour la première fois dans l'épicerie de ton père. Mais ce Saint-Jacques est arrivé avant moi. » Ces mots, c'était aussi douloureux que l'acte physique. La révélation que cette haine, cette envie maladive, avait existé pendant des décennies, fermentant dans l'âme de cet homme qui se faisait passer pour le frère de Jacques, était insupportable. Quand il a enfin terminé, il s'est levé comme si de rien n'était, a allumé une cigarette, me regardant avec mépris. Ce n'était pas grand-chose. Jacques a dû se lasser de toi rapidement. Je me suis recroquevillée sur le lit, mon corps endolori, saignant à plusieurs endroits, mon âme en miettes. Jamais de ma vie je ne m'étais sentie aussi violée, aussi humiliée, aussi détruite. Pourquoi ? Ai-je réussi à demander entre mes sanglots. Pourquoi me faire ça, à la mémoire de ton frère ? Il a ri, un son froid qui ne semblait pas appartenir à un être humain. Jacques a toujours tout eu. L'amour de nos parents, le respect de la communauté, une famille parfaite, une épouse dévouée. Même dans la mort, il est sorti en héros. L'homme qui a lutté vaillamment contre la maladie. Il a pris une autre bouffée de cigarette avant de continuer. Et moi, j'ai toujours été l'erreur, le problème, l'enfant que personne ne voulait. Eh bien, maintenant, il n'a plus rien, et cette maison, cette vie, toi, tout ça aurait dû être à moi depuis le début. Il est sorti de la chambre, me laissant seule avec ma douleur et mon horreur. Je l'ai entendu fouiller dans les tiroirs du salon, probablement à la recherche de documents de la maison, d'argent, de tout ce qu'il pouvait prendre. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. Des minutes ou des heures, cela n'avait plus d'importance. Mon monde venait de s'effondrer pour la 2e fois en moins d'1 mois. Lorsque le premier rayon de soleil a filtré par la fenêtre, quelque chose en moi s'est réveillé. Peut-être un instinct primitif de survie, ou la voix de Jacques murmurant depuis un lieu au-delà de cette vie, me disant que je devais me battre, que je ne pouvais pas laisser ce monstre gagner. Avec un effort surhumain, je me suis traînée hors du lit. Chaque mouvement était une agonie, tant physique qu'émotionnelle. J'ai attrapé les premiers vêtements que j'ai trouvés et les ai enfilés, peu importe s'ils étaient sales ou déchirés. J'ai ouvert lentement la fenêtre de la chambre. Je ne pouvais pas risquer de sortir par la porte et de tomber sur Roger. La fenêtre donnait sur le jardin arrière. C'était une chute importante pour une femme de mon âge. Mais à ce moment-là, je n'ai pas hésité. J'ai sauté, atterrissant lourdement sur le sol. La douleur dans mes genoux était insupportable. Mais je me suis mordu les lèvres pour ne pas crier. Me traînant parmi les plantes que Jacques avait cultivées avec tant de soin, j'ai atteint la clôture arrière. Il y avait une petite porte que nous utilisions rarement, mais qui représentait maintenant ma seule chance d'évasion. À ma surprise et à mon soulagement, elle n'était pas verrouillée. Peut-être Roger, dans son arrogance, n'avait-il même pas envisagé que je tenterais de m'échapper dans cet état.
Ou peut-être était-ce un dernier cadeau de Jacques, veillant sur moi, même après son départ. Je suis sortie dans la rue déserte, le soleil encore bas à l'horizon. Il n'y avait personne, aucun voisin réveillé à cette heure. Mes enfants vivaient de l'autre côté du village. Je n'arriverai pas jusque-là dans cet état. C'est alors que je me suis souvenue de Cécile, ma sœur cadette. Elle vivait à 2 pâtés de maison, dans une petite maison qu'elle partageait avec sa fille célibataire. Nous avions toujours été proches, encore plus depuis qu'elle était devenue veuve quelques années avant moi. Marchant comme je pouvais, m'appuyant sur les murs et les arbres le long du chemin, je suis arrivée chez elle. Chaque pas était une torture, non seulement à cause de mon corps blessé, mais à cause de la honte, de l'humiliation que je portais avec moi. Comment allais-je expliquer ce qui s'était passé? Comment mettre cette horreur en mots? J'allais frapper à sa porte avec le peu de force qu'il me restait. Quand Cécile a ouvert, le soleil illuminait pleinement mon état lamentable. Le visage enflé, les lèvres fendues, les taches de sang sur mes vêtements, les bleus qui commençaient à apparaître sur mes bras et mes jambes. Ses yeux se sont écarquillés, remplis de choc et d'horreur. « Mon Dieu, Jeanne, que t'est-il arrivé ?» J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti. À la place, mon corps a finalement lâché et je me suis effondrée dans les bras de ma sœur. L'obscurité de l'évanouissement a été un soulagement bienvenu après l'enfer que je venais de vivre. Quand je me suis réveillée, j'étais allongée dans le lit de Cécile. Elle avait nettoyé mes blessures, changé mes vêtements et me regardait avec un mélange d'inquiétude et de colère contenue. « Qui t'a fait ça, Jeanne ?» a-t-elle demandé dès qu'elle a vu mes yeux ouverts. C'était un vol. Quelqu'un est entré dans la maison, ai-je tenté de dire, mais ma gorge était sèche, ma voix coincée par la douleur et le traumatisme. Cécile m'a offert de l'eau, tenant la tasse pour que je puisse boire. Ce simple geste de soin, si différent de la brutalité que j'avais subie quelques heures plus tôt, a fait revenir les larmes en force. « C'était Roger ?» ai-je finalement réussi à dire, ma voix presque méconnaissable, même pour moi. « Le frère de Jacques, celui qui restait chez toi ?» J'ai hoché la tête, incapable d'en dire plus, mais je n'avais pas besoin de le faire. Cécile a compris immédiatement ce qui s'était passé. J'ai vu dans ses yeux le moment précis où la compréhension l'a frappée, suivi d'une vague de colère si intense qu'elle a transformé son expression habituellement douce. « Ce salaud !» a-t-elle murmuré, les poings serrés. « Je vais appeler la police tout de suite. »« Non !» ai-je crié, avec plus de force que je ne pensais en avoir. « Pas la police. Que veux-tu dire, Jeanne ? Il doit payer pour ce qu'il a fait. » Comment expliquer ma peur, ma honte, ma réticence à exposer publiquement cette violation, à devoir raconter et re-raconter l'histoire à des policiers, des médecins, des voisins curieux, à voir mes enfants découvrir ce que leur oncle avait fait à leur mère, à devenir la veuve violée par son beau-frère aux yeux de tous Lisieux. Je ne veux pas que personne le sache, ai-je dit finalement. Je ne peux pas, Cécile, je n'ai pas la force. Ma sœur m'a regardé longuement, la colère dans ses yeux cédant peu à peu à une détermination froide et calculatrice que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. « D'accord, Jeanne, pas de police pour l'instant, mais ça ne veut pas dire qu'on va laisser ce monstre s'en tirer impunément. Il paiera pour ce qu'il t'a fait, je te le promets. » À ce moment-là, allongée dans le lit de ma sœur, le corps endolori, l'âme en lambeaux, je ne pouvais imaginer comment elle comptait tenir cette promesse. J'ignorais que Cécile, ma petite sœur, toujours la calme de la famille, la conciliatrice, la pacifique, portait en elle une capacité à rendre justice ou à se venger qui allait bientôt se révéler, et que cette révélation changerait à jamais le cours de nos vies. Je suis restée chez ma sœur Cécile pendant 3 jours, cachée du monde comme un animal blessé. Elle a dit à mes enfants que j'étais là, mais a seulement mentionné que j'avais besoin de temps loin de la maison que j'avais partagée avec Jacques, que les souvenirs devenaient trop lourds. Ils ont compris, ou ont cru comprendre, et ont respecté mon espace, envoyant seulement des messages affectueux par l'intermédiaire de leur tante. Dans ce refuge temporaire, alors que mon corps se remettait lentement des blessures physiques, mon esprit oscillait entre un engourdissement total
et des crises de panique incontrôlables. Parfois, je passais des heures à fixer le mur sans rien voir. D'autres fois, le moindre bruit plus fort, une porte qui claque, une poêle qui tombe, me faisait bondir du lit, tremblante, comme une feuille prête à me défendre d'une attaque qui n'existait que dans ma tête blessée. Cécile m'a soignée comme une mère soigne un enfant malade. Elle préparait des bouillons nutritifs que j'avais du mal à avaler, changeait les bandages de mes blessures, avec des mains douces, peignait mes cheveux gris qui s'étaient transformés en une masse emmêlée la nuit de l'agression. Et surtout, elle ne me pressait pas de parler, d'expliquer, de décider quoi faire ensuite. Le matin du 4e jour, alors que nous prenions un café dans sa petite cuisine, Cécile a finalement brisé le silence sur le sujet qui planait entre nous comme un nuage noir. « J'ai des nouvelles. Jeanne, Roger est toujours chez toi. » Mon estomac s'est retourné et j'ai laissé tomber la tasse que je tenais. Le café chaud s'est répandu sur la table, mais aucune de nous n'a bougé pour nettoyer. « Comment le sais-tu » ai-je demandé, la voix tremblante. « J'ai mes moyens, a répondu Cécile, avec une fermeté qui ne cadrait pas avec sa nature habituellement douce. Il est là, agissant comme si la maison lui appartenait. Il a dit aux voisins que tu étais parti rendre visite à des parents, à Nantes, que tu lui avais demandé de s'occuper de tout en ton absence. » Cette information m'a frappée comme un coup de poing. Non content de m'avoir violée de la pire des manières, Roger s'appropriait maintenant ma maison, ma vie, effaçant mon existence, comme si j'étais une nuisance à éliminer. « Il faut faire quelque chose, Jeanne, » a continué Cécile, posant sa main sur la mienne. « Il ne peut pas garder ce qui est à toi, ce qui était à Jacques. » Le nom de mon mari a réveillé quelque chose en moi, une étincelle de colère, d'indignation, qui a traversé le brouillard de douleur et de honte qui m'enveloppait. Jacques avait construit cette maison de ses propres mains pour moi, pour notre famille. C'était notre sanctuaire, notre coin de paradis. Et maintenant, son propre frère, l'homme qui aurait dû honorer sa mémoire, profanait tout cela. Que pouvons-nous faire ? Ai-je demandé, ma voix encore faible, mais avec une tonalité différente de celle des jours précédents. J'ai dit que je ne voulais pas aller à la police. Cécile m'a regardé longuement, comme si elle évaluait si j'étais prête à entendre ce qu'elle avait à dire. Puis, avec une décision apparemment prise, elle s'est levée et est allée dans sa chambre. Elle est revenue avec une boîte en bois sculptée que j'ai reconnue immédiatement. C'était un cadeau de Jacques pour elle, des années auparavant. Elle a ouvert la boîte sur la table, révélant son contenu. Un vieux carnet, quelques documents jaunis, et une petite clé en métal que je ne reconnaissais pas. « Tu te souviens de mamie Eunice » a demandé Cécile, prenant le carnet. « Bien sûr » ai-je répondu. Je me souvenais parfaitement de notre grand-mère maternelle. Eunice. Elle avait été une figure marquante de notre enfance, une femme forte et indépendante qui avait élevé 5 enfants seule après la mort de son mari dans un accident de construction ferroviaire dans les années 30. Une veuve avec 5 jeunes enfants avait peu d'options pour survivre, surtout dans la Normandie rurale. Mais mamie Eunice n'avait pas seulement survécu, elle avait prospéré. Bien sûr que je me souviens, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ça ? Mamie Eunice n'était pas seulement la guérisseuse et sage-femme que tout le monde connaissait, a expliqué Cécile, ouvrant le carnet avec précaution. Elle avait d'autres savoirs, des savoirs que les femmes de notre famille se transmettaient de génération en génération, mais uniquement à celles qui en avaient vraiment besoin. Je regardais ma sœur, ne comprenant pas ce que les connaissances anciennes de notre grand-mère avaient à voir avec ma situation actuelle. « Jeanne, tu te souviens de l'histoire du colonel Adrien ?» Le nom a réveillé un vieux souvenir, presque oublié. Le colonel Adrien avait été le propriétaire terrien, le plus puissant de la région quand nous étions enfants. Un homme cruel connu pour abuser des filles et des ouvrières dans sa ferme, pour expulser des familles entières de leurs terres sans préavis, pour faire battre quiconque osait le défier. Vaguement, je me souviens qu'il est mort quand nous étions petites. Il n'est pas mort, a corrigé Cécile, feuilletant le carnet jusqu'à trouver la page qu'elle cherchait. Il a succombé à une maladie mystérieuse,
se consumant lentement, perdant du poids, souffrant d'horribles hallucinations. Les médecins n'ont jamais découvert ce qu'il avait. Et qu'est-ce que ça a à voir avec nous ? Cécile a poussé le carnet vers moi, pointant une page écrite à la main dans une calligraphie élégante que j'ai reconnue comme celle de notre grand-mère. « Lis ça », a-t-elle dit simplement. Ce que j'ai vu sur cette page m'a glacé le sang. C'était une recette détaillée et précise pour un poison lent et pratiquement indétectable, fabriqué à partir d'herbes et de racines qui poussaient autour de Lisieux. La recette était accompagnée de notes méticuleuses sur la posologie, les symptômes attendus et le temps jusqu'au résultat final. Tu es en train de dire que mamie Eunice... Je dis que le colonel Adrien a violé notre tante Joséphine quand elle n'avait que 14 ans, a répondu Cécile, sa voix ferme mais basse, comme si elle craignait que les murs aient des oreilles. Et que mamie Eunice ne pouvait pas aller à la police parce que le shérif dînait chez lui tous les dimanches. Elle ne pouvait pas obtenir justice par des moyens officiels. Alors elle l'a obtenue à sa manière. Cette révélation m'a laissé sans voix. Notre grand-mère, cette femme respectée par toute la communauté, la guérisseuse qui soignait les enfants avec des herbes et des prières, avait délibérément empoisonné un homme. Aussi terrible que fût son crime, et il l'était, cela allait à l'encontre de tout ce que je pensais savoir sur notre famille, nos valeurs. Et tu suggères que nous... Je suggère que la justice des hommes ne sert pas toujours les femmes, Jeanne, surtout des femmes comme nous, âgées, sans pouvoir, sans voix. Si tu vas à la police, que crois-tu qu'il se passera ? Dans le meilleur des cas, ils douteront de toi, diront que tu es confuse à cause du deuil. Dans le pire, Roger, un homme, le frère de ton défunt mari, racontera une histoire convaincante, et tu seras la veuve folle qui a inventé un viol. Ces mots étaient durs, mais vrais. J'avais entendu des histoires similaires auparavant, de femmes qui avaient tenté de dénoncer des abus et qui avaient fini encore plus traumatisées par le système censé les protéger. Je ne dis pas que c'était la seule option, a continué Cécile, voyant mon hésitation. Je dis que c'est une option, une que notre grand-mère a utilisée quand elle n'avait pas d'autre alternative. J'ai refermé le carnet, le repoussant vers ma sœur. Ma tête tournait avec les possibilités, les peurs, les doutes moraux. J'avais été élevée pour respecter la loi, croire en la justice, faire confiance au système. Mais le système m'avait déjà fait défaut tant de fois, quand Jacques était malade et que nous avions besoin de médicaments que la sécurité sociale ne fournissait pas. Quand nous avions perdu notre premier bébé parce que l'hôpital le plus proche était à des heures de route. J'ai besoin de réfléchir, ai-je dit, finalement. C'est trop grave pour décider comme ça. Cécile a hoché la tête, rangeant le carnet dans la boîte. Réfléchis, mais ne tarde pas trop. Chaque jour qui passe, Roger s'installe davantage dans ta maison. Raconte son histoire à plus de gens, rend plus difficile de réclamer ce qui t'appartient légitimement. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée à fixer le plafond, repensant à ce que Cécile avait révélé, aux options qui s'offraient à moi. Je pouvais aller à la police, affronter le processus douloureux de porter plainte pour viol, avec tous les examens invasifs, les témoignages humiliants, l'exposition publique. Je pouvais essayer de récupérer ma maison par des moyens légaux, mais cela impliquerait un procès long, coûteux, incertain. Ou je pouvais suivre le chemin de mamie Eunice, un chemin sombre, dangereux, définitif. À l'aube, je me suis levée pour prendre un verre d'eau. À ma surprise, j'ai trouvé Cécile assise à la table de la cuisine, buvant du thé comme si elle m'attendait. « Toi non plus, tu ne dors pas ?» ai-je demandé, m'asseyant en face d'elle. « Pas depuis que j'ai appris ce qui t'est arrivé », a-t-elle répondu, poussant une tasse vide vers moi et la remplissant de thé de la théière. « Je n'arrête pas de penser à ce que mamie Eunice ferait à ta place. »« Je crois qu'on sait déjà ce qu'elle ferait, » ai-je répondu, prenant une gorgée de thé. C'était de la camomille, douce et réconfortante. « Oui, t'as acquiescé Cécile, mais la décision n'est pas la sienne. C'est la tienne. » Nous sommes restés assises en silence pendant quelques minutes, chacune perdue dans ses pensées. Dehors, un coq a chanté prématurément.
annonçant un lever de soleil encore à des heures de là. Si on choisit de suivre le chemin de mamie Eunice, ai-je dit, hésitante, comment ferait-on ? Roger n'acceptera rien venant de moi maintenant. Un petit sourire s'est formé sur les lèvres de ma sœur. Ce n'était pas un sourire joyeux, c'était celui de quelqu'un qui voyait un plan se former. « Il n'a pas besoin de savoir que ça vient de toi », a-t-elle répondu, finissant son thé. J'ai une idée. Dans les heures qui ont suivi, alors que le village dormait encore, nous avons élaboré un plan. Il n'était pas parfait. Il avait des failles, des risques, des moments où il dépendrait plus de la chance que de la préparation. Mais c'était un plan. Et à ce moment-là, avoir un plan, n'importe quel plan, était comme un phare dans une nuit d'orage. On aura besoin de l'aide de tante Yvonne, a dit Cécile, faisant référence à la fille aînée de mamie Eunice, notre tante qui avait repris le flambeau d'Eunice en tant que guérisseuse et connaisseuse des herbes des champs. Elle a accès à toutes les plantes dont nous avons besoin, et personne ne s'étonnera si elle ramasse des herbes médicinales. J'ai hoché la tête, réalisant que le plan de Cécile était plus avancé que je ne l'avais initialement pensé. Elle y avait probablement réfléchi pendant les jours où elle me soignait en silence, planifiant pendant que je me remettais. Et comment fera-t-on pour que Roger prenne ce qu'on lui donnera ? Laisse-moi m'en occuper, a répondu Cécile, avec une assurance qui ne collait pas avec sa nature habituellement prudente. Roger ne me connaît pas bien, mais il sait que je suis ta sœur. Si j'arrive à la maison avec une histoire convaincante, il baissera sa garde. L'idée que ma sœur s'approche de ce monstre m'a alarmée. Non, Cécile, c'est trop dangereux. Regarde ce qu'il m'a fait. Il t'a fait ça parce qu'il était obsédé, parce qu'il avait cette fixation malsaine depuis qu'on était jeune. Avec moi, ce sera différent. Je ne suis que la petite sœur insignifiante, la vieille fille qu'il a à peine remarquée quand il était là avant. Je n'étais pas convaincue, mais Cécile avait raison sur un point. Il nous fallait quelqu'un qui puisse approcher Roger sans éveiller les soupçons, et cette personne ne pouvait pas être moi. Quand le soleil s'est enfin levé, notre plan était tracé dans les moindres détails possibles. Ce n'était pas un plan pour tuer. Nous n'étions pas des meurtrières, malgré ce que suggérait le carnet de mamie Eunice. C'était un plan pour neutraliser, pour récupérer ce qui m'appartenait de droit, pour s'assurer que Roger ne puisse jamais refaire à une autre femme ce qu'il m'avait fait. Tante Yvonne est arrivée peu après le petit déjeuner, apportant un panier d'osier rempli d'herbes fraîches. À 68 ans, elle restait une femme impressionnante. Grande, mince, les cheveux blancs toujours tirés en un chignon sévère et des yeux qui semblaient voir à travers l'âme. Quand Cécile lui a raconté ce qui m'était arrivé, pas tous les détails sordides, mais assez pour comprendre la gravité, son expression n'a pas changé, mais quelque chose dans ses yeux s'est assombri. Certains serpents doivent perdre leur croc, a-t-elle dit simplement, commençant à trier les herbes sur la table de la cuisine. Je vais préparer quelque chose qui le rendra faible comme un poussin, confus comme un ivrogne, mais vivant. Vivant pour qu'il se souvienne chaque jour du mal qu'il a fait et du châtiment qu'il a reçu. Pendant que tante Yvonne préparait sa potion mystérieuse, Cécile est sortie pour mettre en route la première partie du plan. Elle est allée à ma maison, ou ce qui avait été ma maison jusqu'à récemment, pour observer le terrain, voir comment Roger se comportait, s'il y avait quelqu'un d'autre. Elle est revenue quelques heures plus tard, le visage sérieux mais déterminé. « Il est seul », a-t-elle rapporté. « On dirait qu'il boit depuis tôt ce matin. La maison, Jeanne, il a détruit beaucoup de choses. Il a cassé les cadres de tes photos et celles de Jacques, déchiré les rideaux que tu avais cousus. Il utilise votre chambre comme si elle lui appartenait. » Ces mots ont ravivé la colère que j'avais brièvement ressentie le matin précédent. Ce n'était pas seulement l'attaque contre ma personne, c'était la profanation de la mémoire de Jacques, la destruction du foyer que nous avions construit ensemble. Cela, d'une certaine manière, semblait encore plus impardonnable. J'ai aussi découvert autre chose, a continué Cécile, baissant la voix. Il a une arme. Je l'ai vu quand il a ouvert le tiroir de la commode pour prendre des cigarettes. Elle est là, enveloppée dans un chiffon.
Cette information a compliqué notre plan. Affronter un homme violent était une chose. Affronter un homme violent et armé en était une autre. « Il faut repenser tout ça », ai-je dit, sentant la peur reprendre le dessus. « C'est trop risqué. »« Non », a répondu Cécile avec une fermeté surprenante. « C'est précisément pourquoi nous devons agir vite. Avec cette arme, le danger ne fait qu'augmenter avec le temps. Et maintenant, nous savons que nous devons être encore plus prudentes. » Tante Yvonne, qui avait écouté la conversation tout en travaillant, a levé les yeux du liquide sombre qui mijotait dans une petite casserole. « La préparation sera prête au crépuscule, » a-t-elle annoncé. 3 gouttes suffisent pour qu'un homme n'ait plus de force dans les jambes, 5 pour le faire délirer pendant des heures. 7. Elle a laissé la phrase en suspens, mais le sens était clair. 7 gouttes seraient fatales. Ce n'était pas notre objectif. Aussi terrible que fut le crime de Roger, nous ne voulions pas sa mort sur la conscience. Nous voulions la justice, pas une vengeance sanglante. 5 gouttes, ai-je dit, finalement, prenant ma décision. Assez pour l'incapaciter et nous permettre de reprendre la maison sans danger. Mais pas plus. Cécile et tante Yvonne ont hoché la tête, apparemment satisfaites de mon choix. Le plan était fixé. Cécile irait à ma maison au crépuscule, apportant une bouteille de vin comme offrande de paix. Elle dirait à Roger que je lui avais parlé de notre dispute, minimisant brutalement ce qui s'était réellement passé, et qu'elle était là pour jouer les médiatrices, pour essayer de trouver une solution qui convienne à tous. Le vin, bien sûr, serait préparé avec les 5 gouttes de la potion de tante Yvonne. Cela suffirait pour que Roger prenne quelques gorgées et commence à ressentir les effets. Quand il serait complètement neutralisé, Cécile m'appellerait, et ensemble, nous récupérerions la maison, l'arme et tous les documents qu'il aurait pu trouver. « Et après » ai-je demandé, réalisant que notre plan s'arrêtait là. « Que fait-on de lui ensuite ?»« On le laisse à la gare routière avec un billet aller simple pour Lyon. » a répondu Cécile immédiatement. S'il se réveille pendant le trajet, il sera trop loin pour revenir facilement, et dans l'état où il sera, il ne ressemblera qu'à un ivrogne endormi dans le bus. Le plan n'était pas parfait, mais c'était le meilleur que nous puissions faire dans ces circonstances. Et surtout, il n'impliquait pas de tuer qui que ce soit, juste de récupérer ce qui m'appartenait légitimement et de m'assurer que Roger ne puisse plus jamais me faire de mal. Lorsque le soleil a commencé à se coucher, Cécile s'est préparée à partir. Elle portait une robe simple mais élégante, s'était coiffée soigneusement, avait même mis un peu de rouge à lèvres, tout pour paraître la plus inoffensive possible. Juste une femme d'âge mûr essayant de résoudre un conflit familial. « Sois prudente », l'ai-je supplié, la serrant fort dans mes bras. « Si tu sens quoi que ce soit d'anormal, pars immédiatement. Ça ne vaut pas la peine de risquer ta vie pour une maison. »« Ce n'est pas juste une maison, Jeanne, » a répondu Cécile, me rendant l'étreinte. « C'est la justice pour toi, pour la mémoire de Jacques, pour toutes les femmes que des hommes, comme Roger, pensent pouvoir utiliser et jeter sans conséquence. » En regardant ma sœur partir avec la bouteille de vin soigneusement préparée, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. J'étais sur le point de faire quelque chose dont je ne m'étais jamais cru capable. Utiliser des connaissances ancestrales pour neutraliser un homme, reprendre par la force ce qui m'avait été pris par la force. Le chemin de mamie Eunice, un chemin que je n'avais jamais pensé emprunter. Mais comme l'avait dit Cécile, la justice des hommes ne sert pas toujours les femmes, et ce soir, d'avril 2009, dans le petit village de Lisieux, 2 vieilles dames aux cheveux gris étaient sur le point de prouver que la justice, quand elle est refusée par les voies officielles, trouve d'autres moyens de se manifester. Les heures qui ont suivi le départ de Cécile ont été les plus longues de ma vie. Chaque minute semblait s'étirer comme une heure entière. Assise dans le salon de ma sœur, fixant la petite horloge murale, je priais en silence, non seulement pour nos âmes, qui s'apprêtaient à commettre quelque chose allant à l'encontre de tous les principes avec lesquels nous avions été élevés, mais surtout pour la sécurité de Cécile, qui était en ce moment dans l'antre du loup. Tante Yvonne est restée là avec moi, silencieuse comme une sentinelle.
ses mains ridées, travaillant sans cesse sur un tricot qui semblait plus un moyen de canaliser l'anxiété que de produire quelque chose de concret. De temps en temps, elle murmurait des prières anciennes, mêlant des saints catholiques à des entités jamais mentionnées dans l'église où nous allions depuis l'enfance. « Tout ira bien », répétait-elle occasionnellement, comme si elle pouvait voir l'avenir dans les mailles de son tricot. « La justice trouve toujours son chemin. » Vers 9 heures du soir, alors que mon anxiété atteignait son paroxysme, nous avons entendu 3 coups rapides à la porte. Le signal convenu. J'ai bondi, ignorant les douleurs qui persistaient dans mon corps meurtri, et j'ai couru ouvrir. Cécile était là, essoufflée, le visage tendu mais déterminé. « Ça a marché », a-t-elle dit simplement. « Il est complètement hors d'état. Il a bu presque la moitié de la bouteille avant de commencer à délirer. »« T'a-t-il fait du mal ?» ai-je demandé, l'examinant de haut en bas à la recherche de tout signe de violence. « Il n'en a pas eu l'occasion », a répondu Cécile avec un petit sourire satisfait. « Les herbes de tante Yvonne sont plus rapides qu'on ne le pensait. 3 gorgées, et il a commencé à transpirer. Après 10 minutes, il ne pouvait plus se lever de sa chaise. » Tante Yvonne, qui s'était approchée silencieusement, a hoché la tête avec approbation. Son corps doit être affaibli par l'alcool. Le mélange avec l'alcool amplifie l'effet. « Il faut y aller maintenant », a continué Cécile, attrapant déjà un manteau pour moi. « On ne sait pas combien de temps il restera comme ça. » Le trajet jusqu'à ma maison s'est fait en silence, chacune plongée dans ses pensées. La nuit était claire, avec une lune presque pleine, illuminant les rues désertes de Lisieux. Peu de gens étaient dehors à cette heure. Quelques jeunes rentrant du travail, un couple de chiens errants. Personne qui prêtait vraiment attention à 3 vieilles dames marchant précipitamment. Quand nous sommes arrivés à la porte de ma maison, la maison que Jacques avait construite avec tant d'amour pour nous, j'ai hésité. C'était étrange de devoir entrer furtivement chez moi comme une voleuse. Encore plus étrange de savoir qu'à l'intérieur se trouvait l'homme qui avait détruit ma paix, ma sécurité, ma confiance en le monde. « Il est dans le salon », a chuchoté Cécile, comme si elle lisait mes pensées. Je l'ai laissé dans le grand fauteuil. Il ne peut pas bien bouger, mais il est conscient, marmonnant des choses sans queue ni tête, mais conscient. J'ai pris une profonde inspiration, puisant du courage au fond de mon âme, et j'ai poussé la porte. L'odeur m'a frappée en premier. Un mélange de cigarettes, d'alcool et de sueur, si différent du parfum de lavande et de bois qui avait toujours caractérisé notre maison. Comme si Roger avait réussi à corrompre même l'air que nous respirions. Et puis je l'ai vu, assis, ou plutôt affalé, dans le fauteuil qui avait été celui de Jacques, la tête pendant sur le côté, les yeux vitreux fixés sur un point invisible. Une fine ligne de bave coulait du coin de sa bouche, tachant sa chemise déjà souillée de vin. Il semblait une version grotesque, déformée, de l'homme qui m'avait attaqué quelques jours plus tôt. En nous voyant entrer, ses yeux ont tenté de se concentrer, sans succès. Il a marmonné quelque chose d'inintelligible, un mélange de mots décousus et de sons gutturaux. Il a essayé de se lever, mais ses jambes ont refusé de lui obéir, et il est retombé dans le fauteuil avec un bruit sourd. « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» a-t-il réussi à articuler finalement, chaque mot sortant laborieusement, comme s'il pesait 1 tonne. « Justice », ai-je répondu simplement, surprise par la fermeté de ma voix. Rien que la justice. Pendant que Cécile et tante Yvonne commençaient à fouiller la maison à la recherche de l'arme et de tout document important, je me suis approchée lentement de Roger. Je n'avais plus peur. Il était clairement incapable de me faire du mal physiquement dans cet état. Ce que je ressentais était un mélange de dégoût, de pitié, et une étrange sensation de pouvoir que je n'avais jamais éprouvée auparavant. « Pourquoi, Roger ?» ai-je demandé, m'arrêtant à une distance sûre. « Pourquoi m'avoir fait ça ? J'étais la femme de ton frère. Je venais de perdre mon compagnon de 40 ans. » Il a ri, un son grotesque, plus comme un étouffement. « Je t'ai toujours voulu, depuis le premier jour. Jacques a toujours tout eu, moi rien. »
et de cette confession, même venant de la bouche d'un homme visiblement délirant, a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Ce n'était pas un acte impulsif poussé par l'alcool ou l'opportunité. C'était quelque chose que Roger avait nourri en lui pendant des décennies, un désir malsain mêlé d'envie envers son propre frère. « Et tu as pensé que me violer arrangerait ça? Que ça te ferait te sentir mieux, plus puissant? Ça t'a plu ?» a-t-il balbutié, ses yeux essayant de me fixer sans y parvenir. « À toutes, ça plaît. » Ces mots ont allumé une rage que je ne savais pas encore posséder. À toutes. Combien d'autres femmes avaient vécu le même cauchemar entre les mains de ce monstre? Combien avaient été réduites au silence, humiliées, détruites par lui? « Jeanne » a appelé Cécile, revenant dans le salon avec un revolver enveloppé dans un chiffon, exactement comme elle l'avait décrit. Il était là où je l'ai vu, dans le tiroir de la commode, et j'ai trouvé ça aussi. Elle m'a tendu un dossier rempli de papiers, des actes, des documents. Documents bancaires, même le testament que Jacques avait rédigé lorsqu'il avait appris sa maladie, léguant tout à moi et aux enfants. Apparemment, Roger préparait une sorte de stratagème légal, peut-être en falsifiant des documents ou en essayant de s'approprier la maison et les quelques biens que Jacques avait laissés. Il l'avait déjà fait avant, a dit tante Yvonne, entrant dans le salon avec quelque chose dans la main. Une carte d'identité qui n'était pas celle de Roger. Je l'ai trouvée cachée sous le matelas. Elle appartient à un certain Michel Ferrand. La photo est cratée, probablement pour qu'il la remplace par la sienne. Falsification de documents. Une pièce de plus dans le puzzle qu'était Roger. Un homme sans scrupules, sans morale, capable de tout pour obtenir ce qu'il voulait. « Que fait-on maintenant ?» a demandé Cécile, regardant Roger avec un mélange de dégoût et de détermination. « Chi, on suit le plan, le laisser à la gare routière. » J'ai regardé l'homme affalé dans le fauteuil, le frère de mon mari, l'homme qui avait détruit ma paix, profané la mémoire de Jacques, commis l'acte le plus vil possible contre moi. J'ai senti quelque chose me se durcir dans ma poitrine, une résolution froide prenant forme. « Non, » ai-je dit. « Maintenant, nous avons une arme et des preuves d'autres crimes. On va à la police. » Cécile et tante Yvonne m'ont regardée, surprise. Après tant d'insistance pour ne pas impliquer les autorités, mon changement soudain de plan les a prises au dépourvu. « Tu es sûre, Jeanne ?» a demandé Cécile, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Il faudra que tu passes par des examens, des témoignages. » « Je suis sûre, » ai-je répondu, regardant directement Roger, qui semblait maintenant glisser vers l'inconscience. Il ne s'agit plus seulement de moi. Il s'agit de toutes les autres dont il a parlé, et de celles qui pourraient me suivre s'il reste libre. Je ne peux pas avoir ça sur la conscience. C'est ainsi que, vers 11h du soir, 3 femmes aux cheveux gris se sont présentées au commissariat de Lisieux, traînant un homme à peine conscient qui pouvait à peine tenir debout. L'officier de garde, un jeune homme récemment transféré de Rouen, nous a regardés avec un mélange d'étonnement et de confusion. « Que se passe-t-il ici ?» a-t-il demandé, tandis que 2 agents aidaient à asseoir Roger sur une chaise. « Cet homme m'a violée il y a 4 jours, ai-je dit, avec une clarté et une fermeté qui m'ont surprise moi-même. Ensuite, il s'est emparé de ma maison, a détruit mes affaires et prévoyait de voler ma propriété en utilisant des documents falsifiés. J'ai tendu l'arme, maintenant dans un sac plastique improvisé, la carte d'identité de Michel Ferrand et les documents de ma maison que Roger avait rassemblés. Pendant que l'officier examinait tout avec une gravité croissante, j'ai raconté mon histoire. Pas tous les détails sordides, mais assez pour faire comprendre la gravité du crime. « C'est qui et son état ?» a demandé l'officier, regardant Roger, qui marmonnait maintenant de manière incohérente, les yeux roulants dans leurs orbites. « Il a trop bu, » a répondu Cécile immédiatement. Quand nous sommes arrivés à la maison pour récupérer les documents, il était déjà dans cet état. Il a dû boire toute la nuit, à en juger par le nombre de bouteilles vides qu'on a vues. Ce n'était pas exactement un mensonge. Un mensonge ? Roger avait effectivement beaucoup bu,
ce soir-là comme les jours précédents. L'officier a semblé accepter l'explication, probablement habitué à voir des ivrognes dans des états similaires. « Nous allons prendre votre déposition, Madame Jeanne, » a-t-il dit finalement. « Mais je dois vous avertir que des affaires comme celle-ci sont compliquées sans preuves physiques immédiates, sans témoin direct de l'acte lui-même. » Je sais, l'ai-je interrompu, je sais comment ça fonctionne. Mais je tiens à porter plainte quand même. Et j'ai des témoins de l'agression que j'ai subie après. Ma sœur et ma tante m'ont trouvé blessée, en sang. Quant aux autres crimes, l'invasion de domicile, les documents falsifiés, l'arme illégale. Ceux-là sont plus faciles à prouver, n'est-ce pas ? L'officier a hoché la tête, une légère esquisse de sourire admiratif se formant au coin de sa bouche. Ce n'était pas tous les jours que 3 femmes âgées se présentaient à son commissariat, avec des preuves aussi solides de multiples crimes, parlant avec la clarté et la détermination d'avocats chevronnés. Les heures qui ont suivi ont été exactement comme je le craignais. Des examens invasifs à l'hôpital du village, des témoignages détaillés. Des questions qui m'ont forcé à revivre l'horreur de cette nuit-là. Mais à chaque moment difficile, Cécile et tante Yvonne étaient à mes côtés, me tenant la main, me donnant la force dont j'avais besoin pour continuer. Quand le soleil a commencé à se lever, nous étions épuisés, mais satisfaites. Roger avait été officiellement arrêté, non seulement pour ce qu'il m'avait fait, ce qui serait plus difficile à prouver en justice, mais pour les crimes d'invasion de domicile, possession illégale d'une arme à feu, falsification de documents et tentative de fraude, des délits suffisants pour le garder derrière les barreaux pendant un bon moment. « Que crois-tu qu'il va lui arriver ?» ai-je demandé alors que nous rentrions lentement chez moi, ma maison, que je pouvais désormais occuper sans peur. Avec les antécédents qu'ils ont trouvés dans le système, ça ne sera pas une peine légère, a répondu Cécile. Il semble que notre cher beau-frère ait déjà des arrestations pour des crimes similaires à Lyon. C'était un fugitif, en fait. Peut-être pour ça qu'il était venu ici quand il a appris la maladie de Jacques, il fuyait la justice lyonnaise. Ça, t'es beau, cette information ne m'a pas surprise. D'une certaine manière, ça avait du sens. Roger avait toujours été le frère problématique, celui qui ne s'installait jamais, qui changeait constamment de ville. Maintenant, nous savions pourquoi. En arrivant à la maison, la première chose que j'ai faite a été d'ouvrir toutes les fenêtres, laissant l'air frais du matin chasser l'odeur de cigarettes et d'alcool que Roger avait laissée. Puis, avec l'aide de Cécile et de tante Yvonne, j'ai commencé à nettoyer, à restaurer, à réclamer mon espace. Nous avons réparé les cadres photos cassés, remplaçant le verre, et raccroché les photos de Jacques que Roger avait jetées à la poubelle. Nous avons lavé, frotté, poli chaque surface, comme si nous pouvions physiquement effacer les traces de sa présence. Vers midi, alors que le ménage était bien avancé, nous avons entendu frapper à la porte. C'était Jean, mon fils, le visage marqué par l'inquiétude. « Maman, que se passe-t-il ? Je viens d'apprendre que tu étais ici et que l'oncle Roger a été arrêté. » J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à la conversation la plus difficile que j'aurais jamais avec lui. Avec Cécile et tante Yvonne à mes côtés, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Pas tous les détails crus, mais assez pour qu'il comprenne la gravité de la situation. J'ai vu son visage passer du choc à l'incrédulité, puis à la colère, et enfin à une douleur profonde qui m'a brisé le cœur. Les larmes coulaient librement sur son visage, si semblable à celui de son père. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelée ? Pourquoi as-tu affronté ça toute seule ?» a-t-il demandé, la voix étouffée. « Je n'étais pas seule, » ai-je répondu, serrant sa main. J'avais Cécile et tante Yvonne avec moi. Et je ne t'ai pas appelée parce que je ne voulais pas que tu portes ce fardeau, que tu saches jusqu'où ton oncle pouvait tomber. J'aurais dû le tuer, a murmuré Jean, les poings serrés de rage. J'aurais dû me douter quand il a commencé à agir bizarrement, disant que tu étais parti en voyage. Non, mon fils, l'ai-je interrompu avec fermeté. La violence engendre la violence. Nous avons déjà eu assez de ça dans cette famille. Maintenant, Roger est entre les mains de la justice, là où il doit être, et nous allons avancer ensemble.
Dans les semaines qui ont suivi, la nouvelle de ce que Roger avait fait s'est répandue dans le petit village de Lisieux. Impossible de l'éviter dans une bourgade de cette taille. Une arrestation passe rarement inaperçue, surtout quand elle concerne le frère d'un homme aussi aimé que mon Jacques. À ma surprise et à mon soulagement, il n'y a eu ni jugement, ni regards de pitié, ni murmures dans mon dos comme je le craignais. Au contraire, j'ai reçu du soutien, de la solidarité, des offres d'aide venant des endroits les plus inattendus. La communauté qui avait aimé Jacques de son vivant étendait maintenant cet amour à sa veuve, dans un moment de besoin. Roger a été transféré à Lyon, où il devait répondre des crimes commis là-bas avant d'affronter la justice normande. La dernière nouvelle que j'ai eue de lui est arrivée par un officier de justice, presque un an plus tard, m'informant qu'il avait été condamné à 15 ans de prison pour l'ensemble des crimes commis dans les 2 régions. Quant à moi, j'ai lentement commencé à reconstruire ma vie. La maison est redevenue le foyer chaleureux que Jacques et moi avions créé. Les cauchemars à propos de l'agression se sont peu à peu estompés, bien qu'ils n'aient jamais complètement disparu. J'ai commencé à fréquenter un groupe de soutien pour les femmes victimes de violences, où j'ai trouvé de la compréhension et de la force pour avancer. Cécile, ma sœur, qui avait été mon roc dans les moments les plus sombres, est retournée chez elle, mais a commencé à passer beaucoup plus de temps avec moi. Peu à peu, cette terrible expérience a renforcé encore davantage les liens qui nous unissaient depuis l'enfance. Tante Yvonne a continué son travail de guérisseuse et de connaisseuse des herbes des champs. Le carnet de mamie Eunice est retourné dans la boîte sculptée, rangé en sécurité pour le jour où une autre femme de la famille pourrait avoir besoin de ce savoir ancestral. Nous espérions que ce jour n'arriverait jamais, mais le monde n'est pas toujours clément avec les femmes, surtout les plus vulnérables. Aujourd'hui, 14 ans après ces événements, je regarde en arrière et je vois comment cette expérience terrible m'a transformée. La douleur ne disparaît jamais complètement, mais elle s'adoucit avec le temps, comme une vieille blessure qui ne fait plus mal sauf quand le temps change. Je suis toujours Mamie Jeanne, assise sur ma véranda à Lisieux, regardant le soleil se coucher sur les collines normandes. Mais je suis aussi une femme qui a appris qu'elle est plus forte qu'elle ne le pensait, qu'elle peut survivre à l'impensable, qu'elle peut trouver la justice même quand le monde semble déterminé à la lui refuser. Mes chers, vous qui m'écoutez, où que vous soyez, je veux que vous sachiez une chose. Peu importe ce que la vie vous inflige, peu importe à quel point il fait sombre, il y a toujours une lumière au bout du chemin. Parfois, c'est la main d'une sœur, la sagesse d'une tante ou la force que vous ne saviez pas que vous aviez en vous. Mais elle est là, et elle vous guidera à travers la tempête. Alors continuez à chercher cette lumière, continuez à vous battre, et n'oubliez jamais que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et si vous passez par Lisieux, venez me rendre visite. Je serai sur ma véranda, avec une tasse de café et une histoire à raconter. Que Dieu vous bénisse, mes chers, et à bientôt.